Maître Randall Chouard-Darfur, bonjour. Bonjour. Déjà, merci de nous recevoir dans votre étude Non, à je vous en prie. Besançon. C'est un véritable honneur. C'est un plaisir pour moi. On a beaucoup de choses à se dire, on s'en est parlé. Est-ce que déjà, pour les gens qui ne vous connaissent pas ou peu, vous pouvez vous présenter succinctement? Succinctement, j'ai 52 ans. J'ai vécu mon enfance un peu partout en France, y compris en Allemagne. J'ai beaucoup déménagé. Et puis, ma vie de jeune adulte, je l'ai vécue en partie en Espagne, en France, en Irlande. J'étais dans le tourisme, j'avais envie de voyager. Et puis, je suis revenu en France vers 22 ans. Je travaillais en France dans l'hôtellerie. Et puis, arrivé vers 23 ans, je me suis dit, on gagne très mal sa vie en France. Si j'ai envie de bien gagner ma vie, il faut que je reprenne des études. Et à 24 ans, j'ai repris mes études à la faculté de droit. Un jour, par hasard, j'ai découvert le concours d'entrée à l'école d'avocat. Par hasard, je n'avais pas la vocation. Vous n'aviez pas la vocation de l'avocature? En fait, j'avais aucune vocation. Je savais juste que je voulais faire un bon métier et bien gagner ma vie. Et en tombant par hasard là-dessus, je me suis dit, tiens, ça doit être sympa comme métier, avocat. J'ai tenté le concours, une première fois, je l'ai raté, ça a été une catastrophe. Et la deuxième fois, avec mon meilleur ami qui est guadeloupéen, Claudel Delumeau, le black et le blanc, et ben, on passait l'examen tous les deux ensemble. On était un peu méprisés par les autres parce qu'on ne ressemblait pas. Moi, j'étais avec mon perfecto en cuir, Claudel était black, c'était le seul black. Et puis, Claudel a fini premier du concours d'entrée, et moi, j'ai fini deuxième. Et ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs, parce que les deux sur qui on n'aurait pas parié au début, on finit premier et deuxième, et puis depuis, on ne s'est jamais quitté avec Claudel. Magnifique, c'est une belle histoire. Une très belle histoire. Et alors, pourquoi le pénal? Est-ce qu'il y a un avocat qui vous a inspiré, Marc Bonan, Vergès? J'ai de l'admiration pour Jacques Vergès, j'ai de l'admiration pour Badinter, j'ai de l'admiration pour Jean-Marc Florent, avec l'affaire Patrick Gilles, que j'ai connu au travers de cette affaire quand j'étais étudiant. J'ai de l'admiration pour beaucoup de confrères, Jean-Yves Le Borgne, avec qui j'ai la chance en plus de travailler, qui est un type extrêmement sympa, très amusant en plus, avec une voix fabuleuse. Ah, bah on l'appelle la voix dans le milieu. On peut l'appeler la voix. On peut l'appeler la voix. Mon cher Randall. Bah, tout à fait. Comment vas-tu? Il est magnifique. Il est incroyable. C'est un type formidable. Et puis, c'est un type très honnête, ce qui est assez rare. C'est une belle personne. Tout à fait. Beau parcours, absolument. Belle réussite professionnelle, mais c'est surtout aussi une belle personne. C'est assez rare, les belles personnes. Premier vice-bâtonnier de l'histoire, il me semble. Mais c'est un type extraordinaire. Absolument. J'ai commencé à avoir des acquittements. Et puis, très vite, je n'ai plus fait que du pénal. J'aimais pas cette matière au début. C'était pas inné? Non, c'était pas inné. J'avais aucune vocation pour ça. D'accord. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir la vocation depuis tout petit. Moi, j'en avais aucune, mais ça m'a plu. Et en fait, voilà, j'ai trouvé que c'était la matière la plus bandante qu'on pouvait faire devant un tribunal. Exactement. Voilà. C'est vivant et c'est constamment vivant. Tout peut se passer parfois en cour d'assises d'un instant à l'autre. Et quand j'utilise cette expression, je paraphrase, bien sûr. Michel Sardou dans sa chanson Être une femme, et effectivement, du coup, je me suis mis dans le pénal et j'adore ça. Et ça marche plutôt très bien. Et bien, depuis 20 ans, j'ai pas l'impression de travailler. C'est ça. On est à l'ère des réseaux sociaux, et est-ce que vous pensez que ces réseaux sociaux, ce tribunal médiatique, comme on l'appelle, a parasité votre travail sur cette affaire? Est-ce que ça l'a dérouté, ça l'a gêné? Non, très sincèrement non. Pas du tout. D'abord, il faut savoir que j'ai découvert courant février tout ce qui se racontait sur les réseaux sociaux, sur moi, sur Metspatafora. Je n'avais pas suivi. D'accord. Donc vous aviez déjà le dossier en main? J'avais déjà le dossier en main depuis longtemps. Est arrivé la garde à vue de Jonathan, est arrivé aussi les polémiques. Et pendant ces polémiques-là, j'ai rien vu sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert mon Facebook peut-être 10 jours après. J'ai Twitter, mais je n'y vais pas. Et Twitter est très actif. En fait, je ne laisse pas l'extérieur agresser mon cerveau. C'est-à-dire que je ne laisse pas l'extérieur rentrer dans ma sphère. Moi, je peux être critiqué abondamment sur les réseaux sociaux. Daval peut être lapidé sur les réseaux sociaux. C'est pas le problème. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc ça ne parasite pas mon activité. Par contre, au cabinet, nous avons une personne qui est quand même chargée de suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, prendre les tendances, ce qui se dit. On ne méprise pas les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens qui s'expriment, qui ont des choses à dire.
mais ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont dicter ni notre défense, ni nos interventions, ni nos déclarations. D'accord. Mais c'est un paramètre qui existe. À prendre en compte du coup. À prendre en compte. Votre étude est à Besançon. Oui. Pourquoi Besançon? Pourquoi pas Paris, Genève, Lille, Marseille? Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de racines. Je suis né à Orange. Oui, tout à fait. 2 ans après, mon père était en poste en Allemagne. Donc j'ai fait une partie de mon primaire à Reutlingen en Allemagne. 3 ans après, mon père était en région parisienne. 2 ans après, on était en Alsace. 3 ans après, on était dans le sud de la France. 2 ans après, on était ailleurs. Et puis, un jour à Besançon. Et je suis devenu franc-comtois d'adoption. J'aime la Franche-Comté. Je ne la quitterai pas parce que, pour moi, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé entre le sud, le nord et l'est de la France. Vous êtes central. Alors. Il est parfait. J'aime la région, j'aime les francs-comtois. Et donc, je suis devenu un franc-comtois d'adoption. On m'a proposé de m'installer à Paris. On m'a proposé aussi une association avec un gros cabinet parisien. Ça ne m'intéresse pas parce que je considère que depuis Besançon, je plaide souvent à Paris. Je n'ai pas besoin d'être à Paris et tout ne se passe pas à Paris. Bien sûr. Et je vais même vous dire simplement une chose, c'est que un idiot à Paris, c'est un idiot à Besançon. Le fait d'exercer à Paris ne fait pas de vous un bon avocat, ou le fait d'exercer à Besançon ne fait pas de vous un mauvais avocat. Absolument. Donc je pense que ce critère-là est un critère ridicule que nous avons en France. Il n'y a pas les Parisiens et les autres. Il y a un certain mépris des Parisiens vis-à-vis de la province. Je trouve ça détestable, parce qu'en réalité, si on compare la qualité des avocats parisiens et la qualité des avocats provinciaux et pénalistes que je pratique, je peux vous dire qu'il y a d'aussi bons pénalistes en province, voire même de meilleurs, qu'à Paris. Sauf Jean-Yves Le Borgne. Mais sinon, voilà. Le boulevard Saint-Germain, on laisse de côté. Voilà. Vous en êtes la preuve, Monsieur Moretti, Dupond-Moretti en est la preuve aussi. Il était à Lille. Pas parisien, mais voilà. Patafora est lilloise. Patafora est lilloise. Donc, un mot sur la politique. Vous y songez? Bien sûr. Vous voulez vous lancer? Qu'en est-il aujourd'hui en fait? Eh bien, effectivement. Alors moi, je suis un centriste. Hein. Moi, je suis centre droit, centre gauche. Je suis encarté toujours chez En Marche. Et moi, je ne suis pas très partisan. Hein. Moi, je réfléchis au niveau local. Je suis très attiré par les élections législatives, pas celles-ci qui arrivent, mais celles qui arriveront dans 6 ans. Et puis, je suis aussi très tenté par la municipalité de Besançon. Je ne cache pas que j'ai des velléités par rapport à la municipalité de Besançon, parce que d'abord, c'est une très belle ville. Je l'aime, cette ville. J'y ai grandi. Besançon m'a tout donné. J'ai des choses à lui donner, surtout des idées sur le dynamisme économique de cette ville, sur comment faire que le centre-ville redevienne un vrai centre-ville, que les commerçants puissent de nouveau prospérer, parce qu'un commerce qui prospère, c'est une ville qui prospère. Je trouve que notre ville vieillit. Depuis que j'étais étudiant ici jusqu'à aujourd'hui, elle vieillit mal, et c'est bien dommage. Donc oui, j'ai des velléités, en tout cas j'ai fortement l'intention de peser sur la vie municipale de Besançon d'ici 4 à 5 ans. Un mot sur cet ouvrage. Vous avez voulu raconter votre vérité, la vérité de l'affaire, ce qu'on n'a pas dit. Dites-nous tout. En fait, après le procès, je suis contacté par plein de médias qui m'invitent en plateau pour parler de l'affaire Daval. Et qui m'invite sous l'angle de « vous avez défendu l'indéfendable, vous êtes l'avocat du diable, venez nous expliquer comment un avocat peut défendre Jonathan Daval ». Moi, j'ai défendu Jonathan Daval. Jonathan Daval, je l'ai déjà dit, j'ai de l'empathie, je sais ce qu'il a fait, malgré tout, je lui reconnais ses qualités humaines, et malgré les faits, je n'ai pas envie d'avoir le sentiment d'expliquer comment on peut défendre Jonathan Daval. C'est évident. Expliquer n'est pas justifié. Expliquer ce qu'il a fait n'est pas justifié, vous mettez le doigt sur ce que n'avait pas compris Marlène Schiappa. Oui, expliquer n'est pas justifié. Là, ça me semble logique. Mais manifestement, beaucoup d'esprits faibles ont cru que parce qu'on expliquait, on voulait justifier. On corroborait quelque part. Mais si on n'explique pas, on ne fait pas de procès. Bien sûr. Et donc pour expliquer, il faut analyser le comportement, effectivement dans ce dossier, de Jonathan Daval, le comportement d'Alexia Daval. Et si on ne fait pas ça, on ne fait pas le procès. Et il n'y a pas de justice. Et il n'y a pas de justice. Sauf que très souvent, dans cette affaire-là, les gens ne voulaient pas de justice. On disait, il va prendre perpétuité, pourquoi le juger, il l'a tué, il a menti, c'est un manipulateur, il mérite perpétuité. La preuve en est que non. Puisqu'après un jugement de 6 jours, des jurés qui peut-être au début voulaient lui mettre perpétuité ont réfléchi, ont aussi analysé le comportement d'Alexia et se sont dit, tiens, vu sa personnalité, vu le couple, vu la conjugopathie,
Vu ce qui s'est passé, eh bien, effectivement, une peine de 25 ans sans période de sûreté spéciale, ce qui est assez rare, Bien sûr. est justifiée. Ce livre-là, c'était plus pratique dans un livre parce que j'avais le temps, parce que je pouvais tout dire, y compris des choses qu'on ne peut pas dire aujourd'hui. Il y a des choses qui ne sont pas du tout relayées par les médias qui sont dans le livre parce que c'est trop sensible. Les gens le découvriront. Je voulais qu'elles se taisent. C'est trop épidermique. On est sans concession sur beaucoup de choses. Il y a aussi un regard social, puisqu'un procès se fait dans un contexte, un climat social. On dénonce aussi MeToo, on dénonce aussi Balance ton porc, parce qu'on estime que ça crée aussi énormément de parasitisme avec la justice. Libérer la parole, oui, mais pas à n'importe quel prix. On dénonce aussi un certain sexisme judiciaire, et d'ailleurs dans le livre, on soumet l'hypothèse que penserait-on par exemple d'un collectif d'hommes qui créerait un site qui s'appellerait Balance ta truie? Parce qu'il y a Balance ton porc qui paraît une évidence à tout le monde, des femmes harcelantes, des femmes qui ont un comportement sexuel déplacé, agressif avec des hommes battus, ça existe. Et ce que je trouve détestable, c'est que dans notre société, on fait comme si ça n'existait pas. Il y a un mépris total de ça. Et c'est pas de l'antiféminisme. C'est simplement dire que oui pour le féminisme, mais oui aussi pour le masculinisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la misandrie. Les femmes, les femmes, les femmes. Mais les hommes ne sont pas les ennemis des femmes. Absolument. Et les hommes sont aussi parfois victimes des femmes. Et dans ce cas-là, il faut parler des deux. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'on est dans une société dans laquelle l'homme est devenu un prédateur en puissance et la femme une victime perpétuelle. Ça s'est globalisé, ça s'est généralisé et c'est devenu l'idée. Je trouve ça assez triste. Ouais, je trouve ça assez triste. C'est même dangereux, je pense. C'est dangereux, les hommes et les femmes s'éloignent complètement. C'est trop. C'est une époque. C'est la société du trop. Ouais, bien sûr. Et je trouve ça dommage et dommageable. Et ça a parasité le début de l'affaire Daval. C'est ça qui a parasité. Parce que MeToo, Balance ton porc sont quasiment concomitants dans leur création à l'affaire. Oui. Dès que je fais moi des déclarations en sortant de garde à vue, la levée de bouclier qui existe provient notamment de ces associations et des néo-féministes. Les néo-féministes, oui, c'est le terme. Donc, pour moi, on est dans l'extrémisme du féminisme, et je parle d'ailleurs des féministes pour qui j'ai le plus grand respect. J'ai été élevé par une féministe. Je voulais conclure en vous demandant de nous raconter, le temps passe vite, oui, une anecdote professionnelle, personnelle que vous n'avez encore jamais racontée. J'avais un procès d'assises avec mon ami Samuel Estève, qui est un super pénaliste à Dijon, qui est aussi bête que moi, c'est-à-dire comme avec Jean-Yves Le Borgne, quand on se voit, on travaille beaucoup, c'est très sérieux, mais on rigole beaucoup. Je vais vous en donner deux. Une avec Jean-Yves Le Borgne, on est dans une audience très compliquée, dossier très compliqué, et on a un confrère qui plaide n'importe quoi, mais n'importe quoi. Et Jean-Yves, avec beaucoup d'élégance, comme d'habitude, me regarde et puis me dit avec sa voix extraordinaire « Mais Randall, ton confrère, il est complètement fou !» Et alors, à vivre dans l'instant, avec toute la tension de l'audience qu'il y avait, c'était énorme. C'était énorme. Vous êtes retenu un peu de... Ouais, là on se retient de rire parce qu'il y a tellement de tension, il y a tellement d'enjeux. Voilà. Puis les gens ne s'imaginent pas que Jean-Yves puisse être aussi détendu et puisse être aussi amusant. Et puis la deuxième anecdote, c'était avec un confrère, on plaide Samuel Estève, on plaide un acquittement aux assises, et puis on décide de ne pas plaider le dossier. Au bout de 5 jours de débat, on dit le type doit être acquitté, on a tout détruit, contre-interrogatoire, on est dans une procédure très... On travaille beaucoup sur le contre-interrogatoire à l'anglo-saxonne, donc les débats sont très actifs, les plaidoiries comptent assez peu. Voilà, ça a beaucoup changé, c'est beaucoup plus moderne qu'avant, et avec Samuel, on se dit... Ce type doit être acquitté. Les jurés, forcément, ont vu que cette femme qui l'accuse de viol ment. C'est évident. Ouais. Et on ne plaide pas. Donc je me lève et je dis au président, en accord avec Samuel Estève, on a décidé, monsieur le président, de ne pas plaider. Il est évident que cet homme doit être acquitté. Et on s'assoit. Le président lit les formules d'usage. Ils sortent de la salle d'audience pour délibérer. Ouais. Un acquittement, c'est très souvent très rapide. 50 minutes, 1 heure, 1h10. On part, on va prendre un café, 2 cafés, 3 cafés, 1 heure. On se dit, ils vont appeler. Normalement, c'est réglé. Le greffe de la cour d'assises n'appelle pas. 2 heures. Bon. On se dit, on a peut-être déconné là. On aurait dû plaider. On a voulu la faire au panache. 2h30. 2h30. On est en pleine dépression. On se dit, merde. Il va être condamné. C'est une catastrophe. 3h moins le quart d'attente. Le téléphone sonne. La cour d'assises. On n'est pas fiers quand on rentre dans la cour d'assises.
on a peur. On s'assoit et le président est un type formidable. Un président très honnête, très intègre, qui a de l'humour. Et il commence, et il ne donne pas le verdict. Et il lit, oh là là, c'est interminable. Et à un moment, il lit à la question numéro 1, qui détermine toutes les questions. Il s'arrête, je vous le fais en temps réel, à la question numéro 1. La Cour et les jurés ont répondu. Et là, on est avec Samuel, on ne peut plus, on va crever. Ont répondu non. Ah, acquitté. Oh là là. Donc on sort, on va voir le président pour le saluer. Il vient vers nous, et puis il nous regarde, il fait alors, vous avez eu peur, hein. Mais oui, on a eu la trouille de notre vie. Mais il y a des moments judiciaires qui sont magiques. Ouais. Ça, quand on On les s'en rend vit, pas forcément compte. parce que ce dont on ne peut pas se rendre compte, c'est la tension phénoménale qu'il y a. Tout peut basculer d'un moment à l'autre. Les enjeux sont énormes. Et là, c'est vrai, quand on entend le nom, on est complètement soulagé. Et ensuite, quand on voit le président, c'est vrai que c'est un moment fabuleux parce que des responsabilités aussi importantes. Arriver à avoir ce petit plus, ce petit supplément d'âme que les autres n'ont pas parfois, c'est-à-dire ce petit brin d'humour, ce petit brin d'humanité qui fait autre chose, qui fait toute la différence avec les autres. C'était génial parce qu'il avait compris qu'on était en pleine flip. Nous, on n'avait rien compris du tout. Il y a 15 cafés qui sont passés. Et derrière, c'est un moment très fraternel en réalité qu'on va vivre, parce qu'on a passé 5 moments ensemble, c'est très humain. C'est un très joli moment, et c'est vrai que, voilà, en termes d'anecdotes, ça parlera certainement à beaucoup de confrères, mais c'est une belle anecdote, en tout cas, c'est un très beau souvenir que j'ai eu dans cette cour d'assises. Bon bah merci de l'avoir partagé en tout cas. Écoutez, merci à vous, c'est un grand plaisir de vous recevoir, et j'espère que vous trouverez dans ce livre, après cette rencontre, un autre éclairage. Merci pour la dédicace. Je vous en prie. Et on se revoit très vite pour parler politique. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Je vais regarder aussi ce jeune média que vous êtes, qui semble prometteur, grandir. Et le jour où ça se présentera dans les quelques années qui viennent, on se reverra certainement dans d'autres circonstances. J'en suis persuadé. J'en suis infiniment convaincu. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt, maître. À très bientôt.